Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de réviser l'ensemble des calculs que vous devez connaître pour les épreuves du bac STMG. Donc on va revoir évidemment tous les calculs que vous devez connaître pour la MSGN, le management, parce que c'est là que vous allez avoir deux ou trois questions calculatoires selon le sujet que vous aurez, et aussi les calculs que vous devez connaître pour l'économie. Alors le premier calcul que vous devez connaître, c'est évidemment le calcul du taux d'évolution, c'est un calcul qu'on retrouve dans la plupart des sujets. Alors, le taux d'évolution, ça permet de calculer un pourcentage de hausse ou de baisse sur une valeur qu'on vous demande d'analyser. La formule à connaître, c'est la suivante. Le taux d'évolution, c'est égal à la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100. Alors, certains professeurs appellent ça, la valeur d'arrivée, ils appellent ça la valeur finale, et la valeur de départ, ils appellent ça la valeur initiale, mais c'est évidemment la même idée. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, bah regardez, par exemple, si on vous demande de calculer l'évolution des ventes de cette entreprise entre 2023 et 2025, comment vous allez vous y prendre? Eh bien, pour calculer donc de 2023 à 2025, la valeur finale, la valeur d'arrivée, c'est 200 000. La valeur de départ, c'est 50 000. Donc, du coup, votre formule, ce sera la suivante. 200 000 moins 50 000 divisé par 50 000 fois 100. Donc ici, on avait une hausse des ventes qui est donc de 300% de 2023 à 2025. Alors, quelques remarques, quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber par rapport à un calcul de taux d'évolution. Premier piège, c'est que sur votre calculatrice, mettez bien des parenthèses pour cette soustraction, parce que certaines calculatrices, si elles ne prennent pas en charge les fractions, elles vont vous faire d'abord valeur de départ divisée par valeur de départ, parce que la division est prioritaire par rapport à la soustraction. Si votre calculatrice, elle fait ça, ça va vous fausser tout le calcul et vous allez vous retrouver avec un pourcentage d'évolution qui n'est pas correct. Donc mettez bien les parenthèses ici, en haut de la fraction. Deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, il ne faut pas vous contenter de calculer ce taux d'évolution global, c'est-à-dire de 2023 à 2025 d'un coup. Si on vous demande de calculer l'évolution de vente, par exemple, d'une entreprise euh, entre plusieurs années, eh bien, vous devez aussi calculer le taux d'évolution entre les années consécutives. C'est-à-dire, vous devez, en plus de faire ce qu'on a fait ici, calculer le taux d'évolution des ventes entre 2023 et 2024, puis entre 2024 et 2025. Donc, n'oubliez pas de faire ça également. En économie, on va vous demander souvent d'analyser une courbe et donc pour faire ça, bah, vous pouvez évidemment, calculer le taux d'évolution de cette courbe. Donc par exemple, votre valeur d'arrivée, bah, ça sera la dernière valeur de la courbe à droite et la valeur de départ, ça sera celle qui se situera juste à gauche. Vous avez juste à appliquer la même formule et ça va vous donner un taux d'évolution. Deuxième série de calculs que vous devez connaître par rapport à vos épreuves de STMG, donc là ici c'est la MSGN, c'est les calculs relatifs à l'équilibre financier des entreprises. Grand classique au bac, on peut vous demander de calculer le BFR, le FRNG et la trésorerie nette pour déterminer l'équilibre financier de l'entreprise. Alors ici, il y a trois formules, même quatre formules à connaître. Le BFR, je vous rappelle que c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Le FRNG, c'est les ressources stables moins les emplois stables. La trésorerie nette, on a deux manières de calculer. Trésorerie active moins trésorerie passive, ou bien FRNG moins BFR. Alors, je vais faire quelques remarques par rapport à ça. La première, très importante, qui sera valable pour tous vos calculs, c'est la rédaction. Comment est-ce qu'on rédige une question calculatoire? Il y a trois étapes à respecter. La première, à chaque fois que vous faites un calcul, vous devez commencer par mettre la formule sans les chiffres. Donc par exemple, quand on vous demande de calculer le BFR, vous commencez par dire sur votre copie, BFR, vous l'écrivez même en entier, besoin en fond de roulement, égale actif circulant moins passif circulant. Deuxième étape, et c'est seulement là que vous allez pouvoir remplacer par les chiffres. Donc vous allez mettre la valeur de l'actif circulant moins la valeur du passif circulant et vous allez donner votre résultat final. N'oubliez pas l'unité, c'est des euros ici. Et la troisième étape, il faut que vous fassiez un commentaire, une analyse de votre résultat. Donc une fois que vous avez calculé votre BFR, n'oubliez pas de faire une petite phrase dans laquelle vous dites, bah voilà, le BFR de cette entreprise est de, par exemple, je ne sais pas moi, 500 000 euros. Elle a donc 500 000 euros pour faire face à son cycle d'exploitation. Je vous rappelle que si vous tombez sur un BFR négatif, on parle dans ce cas-là d'un RFR, ressources en fonds de roulement. Pour le FRNG, c'est la même idée. Une fois que vous avez rappelé la formule sans les chiffres et fait votre calcul et donné votre résultat, n'oubliez pas votre phrase d'analyse qui est donc de dire, bah voilà, l'entreprise elle a réellement tant d'euros pour faire face à son cycle d'exploitation. Et n'oubliez pas aussi dans la foulée de comparer
votre BFR et votre FRNG. Si le FRNG est supérieur au BFR, eh bien, on dit que le FRNG couvre le BFR et donc que l'entreprise est en équilibre financier. Dernière remarque, c'est par rapport à la trésorerie nette. La trésorerie nette, vous avez la chance d'avoir deux formules différentes. Donc moi, ce que je conseille à mes élèves, en fait, c'est de s'en servir pour vérifier vos calculs précédents. Vous faites d'abord trésorerie active en trésorerie passive, c'est un calcul très facile à faire parce qu'en général, il n'y a que un des deux qui contient de l'argent. Et donc du coup, vous vérifiez après en faisant le deuxième calcul que vous tombez sur le même résultat. Si vous tombez sur le même résultat avec les deux formules, c'est qu'a priori, vous ne vous êtes pas trompé dans le BFR ni le FRNJ. Si par contre vous tombez sur deux résultats différents, ça veut dire qu'il faut que vous vous relisiez parce qu'il y a au moins un de vos deux calculs qui était faux. Ensuite, autre calcul qu'il faut que vous connaissiez, c'est évidemment comment calculer un résultat d'une entreprise et le taux de rentabilité. Alors pour ça, on va vous donner en annexe, si vous avez une question là-dessus, un compte de résultat qui représente, je vous rappelle, hein, les charges et les produits. Le résultat d'une entreprise, c'est les produits moins les charges. Je vous rappelle que vous pouvez aussi être amené à calculer un résultat d'exploitation. Dans ce cas-là, il faut faire les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. À partir de là, vous allez pouvoir calculer le taux de rentabilité d'une entreprise. Le taux de rentabilité d'une entreprise, c'est son résultat, c'est-à-dire soit son bénéfice, soit sa perte, hein, ce que vous avez obtenu en faisant produit moins les charges, divisé par le chiffre d'affaires de cette entreprise, fois 100. Alors, je vous ai mis un petit exemple, donc du coup ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, une entreprise, selon son compte de résultat, on se rend compte qu'elle fait donc 450 000 euros de produits, hein, vous les voyez ici, et elle fait face à 383 000 euros de charges. Son résultat, c'est donc produit moins les charges, c'est 67 000 euros. Son taux de rentabilité, c'est donc 67 000 hein, qu'on vient de trouver, moins divisé par le chiffre d'affaires qui est donc de 450 000, fois 100. Ça nous donne 14,89% de taux de rentabilité. Alors, toujours par rapport à la rentabilité, vous savez qu'il y a un calcul un peu complexe qu'on peut vous demander de faire, qui est donc le seuil de rentabilité. Pour le seuil de rentabilité, vous avez plusieurs formules à connaître. Déjà, le seuil de rentabilité en valeur, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Alors déjà, je vous rappelle ce que c'est un seuil de rentabilité, pour que vous sachiez bien à quoi ça correspond. Le seuil de rentabilité en valeur, c'est le chiffre d'affaires minimum que doit faire l'entreprise pour être rentable, c'est-à-dire pour faire un bénéfice. Donc le résultat que vous allez obtenir, c'est le chiffre d'affaires qu'elle doit faire au moins pour être rentable. Ensuite, une fois que vous avez donc du coup compris à quoi ça correspond, vous devez donc appliquer les formules. Donc je vous rappelle, hein, seuil de rentabilité en valeur, c'est charges fixes divisé par le TMCV. Alors les charges fixes, en général, on va vous les donner dans les documents, puisque on va vous dire en annexe que les charges fixes, elles représentent tant d'euros. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire. Il arrive parfois qu'on peut vous demander de les calculer. On va vous donner en fait les différentes charges, donc vous devez simplement les additionner, rien de très compliqué. Le TMCV, par contre, c'est plus délicat. Le TMCV, soit on va vous le donner en annexe, ça peut arriver si vous avez de la chance, on va vous donner directement le TMCV, ou en tout cas on va vous dire, bah voilà, il représente 70%, et donc vous allez simplement devoir le ramener à un nombre entre 0 et 1. Parce que je vous rappelle que le TMCV, on l'exprime avec un nombre entre 0 et 1, c'est pas un pourcentage. Donc si par exemple on vous dit dans l'énoncé que c'est 70%, ça représente donc du coup 0,7. Bon, après, la plupart du temps, le TFCV, c'est vous qui allez devoir le calculer. Alors, il y a 2 formules qu'il faut que vous connaissiez, soit CA moins CV sur CA, soit le prix hors taxe de votre produit, moins les charges variables unitaires divisé par le prix hors taxe. Alors, exemple pour, vous illustrer tout ça, une entreprise fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Dans les 85 000 € de charges de l'entreprise, 35 000 € sont des charges variables. Alors déjà, le TMCV, il est de 0,65. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué cette formule-là. CA 100 000 euros, charge variable 35 000 euros, donc 100 000 moins 35 000 divisé par 100 000, ça fait 0,65. Ensuite, j'applique donc ma formule de seuil de rentabilité. Charge fixe divisée par TMCV. Bon, bah, TMCV, on vient de le trouver, c'est 0,65. Les charges fixes, comment j'ai trouvé 50 000? Bah, je vous ai dit que j'avais 85 000 euros de charges en tout, et il y en a 35 000 qui sont variables. Donc le reste, c'est forcément des charges fixes. Donc 85 000 moins 35 000, ça fait 50 000, d'où mon 50 000 ici. Je fais mon calcul, mon seuil de rentabilité ici, il est de 76 000 € 923 et 8 centimes.
Ça veut dire que cette entreprise, elle doit faire minimum ce chiffre d'affaires-là pour être rentable. Vous pouvez aussi calculer un seuil de rentabilité en volume. Ça représente le nombre de produits minimum que l'entreprise doit vendre pour être rentable. Pour ça, vous prenez le seuil de rentabilité en valeur que vous venez de calculer et vous le divisez par le prix d'un produit en magasin, le prix unitaire. Ça va vous donner donc le seuil de rentabilité en volume. Arrondissez toujours au produit supérieur. Donc voilà pour le seuil de rentabilité. Le dernier calcul complexe qu'on peut vous demander au bac, en management, c'est le calcul du coût de revient. Donc on va en parler maintenant. Alors pour ça, il va falloir que vous utilisiez la méthode des coûts complets, qui consiste à additionner toutes les charges directes et toutes les charges indirectes relatives à un produit dont on va vous demander de calculer le coût de revient. Alors le coût de revient, il va falloir donc additionner toutes ces charges. Dans le détail, vous allez devoir prendre en compte les charges relatives à l'approvisionnement, c'est-à-dire les matières premières, hein, ce qu'on appelle le coût d'achat ou le coût d'approvisionnement, les frais de production et les frais de commercialisation. Donc j'ai représenté avec différentes couleurs ces différents éléments selon le document qu'on va vous donner au bac. Donc au bac, le document qu'on va vous donner, qui va détailler donc tous les éléments du coût de revient, il ressemble à ça. Et donc, bah, vous voyez, en rouge, j'ai représenté toutes les charges relatives aux matières premières, l'approvisionnement, donc à la fois les charges directes puis les charges indirectes. En bleu, j'ai représenté les charges relatives à la production, et en vert, les charges relatives à la commercialisation. Alors maintenant, comment est-ce que vous devez présenter votre réponse au bac et comment vous devez calculer ce coût de revient? Vous allez en fait distinguer les charges directes et les charges indirectes. On va commencer par les charges directes. Alors, en fait, il faut répondre sous la forme d'un tableau. Ce tableau, il est composé de 4 colonnes. La première, c'est tout simplement, vous allez mettre tous les éléments que vous allez calculer. Ensuite, la colonne qui suit, ça va être le coût unitaire, c'est-à-dire le coût d'un de ces éléments-là qui vous permet de fabriquer ce produit. La troisième colonne, c'est les quantités requises. Et enfin, vous allez devoir calculer le coût total. Alors ici, on va donner un exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est l'exemple d'une entreprise qui fabrique des trottinettes électriques. On vous dit que pour fabriquer une trottinette électrique, cette entreprise elle a besoin de, au niveau des matières premières, 3 packs de batterie à 70 € le pack, une carrosserie à 50 €, 2 roues à 30 € l'unité. Pour la production, elle a besoin de 50 minutes de main-d'œuvre à 20 € de l'heure, 10 kWh d'électricité à 20 centimes le kilowattheure, et pour la commercialisation de sa trottinette, un emballage de 5 € et 10 € de frais de distribution. Donc déjà, je fais mon tableau. Mon tableau, je vous rappelle qu'il faut que vous mettiez tous les éléments dans le détail. Donc je fais autant de lignes qu'il y a d'éléments à calculer. Donc je mets les batteries, la carrosserie, les roues, la main-d'œuvre, l'électricité, l'emballage, la distribution. Et maintenant, je vais remplir le reste des colonnes. Alors déjà, je vais recopier l'énoncé pour la colonne coût unitaire. Donc à chaque fois, je vais donner le coût d'un élément. Donc là, on me dit pour les batteries, c'est 70 € le pack. Donc je le recopie ici. C'est 50 € la carrosserie, 30 € la roue. Pour la main-d'œuvre, c'est 20 € de l'heure. Pour le kilowattheure d'électricité, c'est 20 centimes le kilowattheure. 5 € par emballage, 10 € par produit pour les frais de distribution. Maintenant, dans la colonne quantité, je vais mettre combien j'ai besoin de ces éléments pour fabriquer une trottinette. On me dit déjà que pour fabriquer une trottinette, j'ai besoin de 3 packs de batterie. Donc dans les quantités pour les packs de batterie, je mets 3. Ensuite, on me dit que pour fabriquer une trottinette, j'ai besoin d'une seule carrosserie. Donc je mets ici une seule quantité. J'ai besoin de 2 roues pour une trottinette, donc je mets ici en quantité 2. Je vais pouvoir du coup calculer toutes mes charges relatives à l'approvisionnement. Comment je calcule le coût total donc de chaque élément? En fait, je fais tout simplement cette colonne-là, hein, la colonne du coût unitaire, fois les quantités. Donc là, ça va me donner 70 fois 3. Ça me donne du coup 210. Ici, je fais 50 fois 1, 50. 30 fois 2, 60. Je peux m'amuser à faire le sous-total des charges relatives à l'approvisionnement, ça me donne donc du coup 320 €. Allez, je vais faire pareil pour la production. La production, on disait tout à l'heure, c'est 20 € de l'heure. J'ai besoin de combien de quantité de main-d'œuvre? J'ai pas besoin d'une heure, j'ai besoin de seulement 50 minutes. 50 minutes par rapport à une heure, c'est en fait 0,8333 heures. Parce que il y a 60 minutes dans une heure, donc si je fais 50 divisé par 60, ça me donne les quantités d'heures dont j'ai besoin.
Donc, j'ai plus qu'à faire 20 fois 0,8333 à l'infini, ça me donne 16,67 €. Pour l'électricité, on me dit que j'ai besoin de 10 kWh, donc du coup, je fais 20 centimes fois 10, ça me donne 2 euros. Donc là, pareil, je peux faire le sous-total de la production, 18,67 €, tout va bien. Et enfin, pour la commercialisation, pas de difficulté, on me dit que j'ai besoin que d'un élément pour fabriquer une trottinette, donc je fais 1 fois 5 et 1 fois 10, ça me donne 5 et 10, donc 15 € de commercialisation. Je fais le total de mes sous-totaux, donc 320 € plus 18,67 € plus 15 euros. Mon total de charges directes est donc de 353,67 €. Alors, c'est pas fini puisque je vous rappelle que la deuxième partie de notre annexe, elle va nous donner cette fois-ci les charges indirectes. Et je vous rappelle que la méthode des coûts complets consiste à additionner les charges directes, mais aussi indirectes. Donc, je dois tout additionner. Donc, on va faire la même chose, le même type de tableau, mais cette fois-ci pour les charges indirectes. Alors, là, c'est le même principe. Vous voyez, je mets les éléments dans la colonne de gauche, je mets le coût unitaire dans la colonne suivante, ensuite les quantités requises, et enfin le coût de chaque élément. Pour l'approvisionnement, on me dit que un pack de batterie en charges indirectes, c'est 10 euros. Donc, dans coût unitaire, je mets 10 euros le pack. Et je vous rappelle tout à l'heure que j'ai besoin de non pas un pack de batterie pour fabriquer une trottinette, mais trois. Donc les quantités, c'est 3. Donc là, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Une erreur vraiment classique que commettent les élèves quand ils font une méthode des coûts complets, c'est que pour les charges indirectes, ils ne mettent pas les bonnes quantités. Vous devez mettre exactement les mêmes quantités que ce qu'on a fait pour les charges directes. Donc là, comme on évoque les packs de batterie, on a besoin de 3 packs de batterie pour faire une trottinette, donc il y en a besoin de 3. Pareil, je fais donc 10 fois 3, je fais cette colonne fois cette colonne, ça me donne 30 euros. Pour la production, même idée. On me dit que la main-d'œuvre, c'est 15 € l'heure, donc je le mets ici dans les coûts unitaires. Et les quantités, souvenez-vous, c'est seulement 50 minutes. J'ai pas besoin d'une heure complète pour les salariés. Donc je fais 50 divisé par 60, ça me donne à nouveau 0,83333 à l'infini. Si je fais ça fois ça, ça me donne 12,50 €. La commercialisation, bah, on me dit que c'est un emballage coûte 1 euro. Je vous rappelle que j'ai besoin que d'un seul emballage, donc là, il n'y a pas de difficulté, ça me donne 1 euro. Je fais le total de mes charges indirectes, ça me donne 43,50 €. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait trouvé 353,67 € de charges indirectes. Donc j'additionne maintenant les deux. Le total du coût de revient est donc de 397,17 €. Donc voilà comment vous devez présenter votre réponse sur votre copie de bac. N'oubliez pas de faire une petite phrase d'analyse à la fin de votre tableau. Bah, vous dites que voilà, en utilisant la méthode des coûts complets qui consiste à additionner les charges directes et indirectes, on trouve du coup un coût de revient de 397,17 €. Alors, je vous rappelle qu'il faut que vous connaissiez aussi la méthode des coûts spécifiques, mais je l'ai encore jamais vue au bac. La méthode des coûts spécifiques, pour calculer le coût d'un produit, elle ne prend en charge que les charges fixes et directes à la fois. Donc voilà, vous le saurez si jamais on vous pose cette question, mais en général au bac, on vous demande d'utiliser la méthode des coûts complets qu'on vient d'étudier. Alors souvent, à la suite d'un calcul de coût de revient, on va vous demander de calculer des marges. Alors voilà les formules qu'il faut que vous connaissiez par rapport aux marges. Déjà, la marge, c'est le prix de vente hors taxe moins le coût de revient. Le taux de marge qui lui est un pourcentage, c'est la marge divisée par le coût de revient fois 100. Exemple, vous avez une entreprise qui vend des produits à 500 € hors taxe, son coût de revient est de 400 euros, sa marge, c'est donc 500 moins 400, c'est donc 100 euros. Son taux de marge, lui, donc on a trouvé une marge de 100 euros, on le divise par le coût de revient, donc 400, on fait fois 100, ça nous donne 25% de taux de marge. Alors, il peut arriver qu'il y ait une petite difficulté parce que vous voyez que le calcul de marge, il se fait à partir du prix de vente hors taxe. Il peut arriver qu'on vous donne le prix TTC et donc du coup qu'il faut que vous calculiez le prix de vente hors taxe. Donc pour passer de l'un à l'autre, je vous ai remis les formules ici dans cet encadré bleu. Dernier calcul qu'on peut vous demander par rapport aux marges, c'est de calculer un prix hors taxe tel que l'entreprise ait un taux de marge déterminé à l'avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le cas en fait d'un énoncé qui vous dit, bah voilà, le coût de revient d'un produit pour cette entreprise, c'est par exemple 200 euros, et l'entreprise, elle voudrait avoir un taux de marge de par exemple 40%. Et on va vous demander du coup de déterminer le prix de vente hors taxe en magasin que vous allez proposer à vos clients pour avoir un taux de marge de tant de pourcents. Alors pour ça, la formule à connaître, c'est prix hors taxe égale coût de revient fois entre parenthèses 1 plus le taux de marge divisé par 5.
Alors, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, j'ai pris un autre exemple. Donc, une entreprise fabrique des produits qui ont un coût de revient de 100 euros. Et en fait, on vous demande de déterminer le prix de vente hors taxe en magasin pour que le taux de marge soit de 40%. Alors, regardez, on applique la formule. Donc, mon coût de revient, c'est donc 100 euros. Et je fais donc fois 1 plus le taux de marge divisé par 100. Moi, je veux un taux de marge donc de 40%, donc je fais 1 plus 40 sur 100. Donc ça me donne 100 fois 1,4. Donc le prix de vente qu'ils doivent proposer pour avoir un taux de marge de 40%, ça va être donc de 140 euros. Allez, on passe maintenant au calcul qu'il faut que vous connaissiez par rapport à la performance de l'entreprise, la performance globale. On commence par la performance sociale. Alors la performance sociale, on peut vous demander de calculer deux choses dans un sujet de bac. Le taux d'absentéisme. Je vous rappelle que c'est le nombre d'heures d'absence de vos salariés divisé par le nombre d'heures théoriques totales sur la période, fois 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre d'heures que tous vos salariés auraient pu travailler si aucun d'entre eux n'avait été absent. Autre calcul que vous devez faire, c'est le calcul de turnover. Donc ça, c'est en français, c'est le taux de rotation du personnel. Donc pour ça, il faut que vous fassiez nombre de départs plus le nombre d'arrivées divisé par 2. Vous divisez le tout par le nombre de salariés en début de période, fois 100. Alors ces formules-là, en général, elles sont marquées dans les annexes. On ne va pas vous demander de les connaître par cœur. Donc si on vous demande de calculer ça, en général, elles seront marquées dans les annexes, ces formules. On vous demande aussi, dans pas mal de sujets, de calculer la performance commerciale de l'entreprise. Alors la performance commerciale, elle peut être déjà analysée avec la part de son chiffre d'affaires à l'international. Alors, pour ça, en fait, on va vous donner un tableau de chiffres et on va vous dire, bah voilà, le chiffre d'affaires à l'international, il est tant, et le chiffre d'affaires total de l'entreprise, il est de tant. Et donc, on va vous demander de calculer la part du chiffre d'affaires qu'elle fait à l'international. Alors, pour ça, la formule, c'est la suivante. Vous prenez le chiffre d'affaires à l'international fait par l'entreprise, vous le divisez par le chiffre d'affaires total qu'elle fait, et vous faites fois 100. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un sujet assez récent qui date de 2024. En annexe, on nous donnait ce tableau. On nous disait que cette entreprise, elle faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export, c'est-à-dire exportation, donc ça veut dire à l'international. Donc le chiffre d'affaires international, c'est 8 millions. Et son chiffre d'affaires total, bah, il faut additionner ce qu'elle fait en France et ce qu'elle fait à l'international, donc c'est 9,7. Donc 8 divisé par 9,7 fois 100, ça nous donnait 82,47%. Autre chose qu'on peut vous demander de calculer pour la performance commerciale d'une entreprise, c'est sa part de marché. Alors, la part de marché, c'est comme le seuil de rentabilité, il y en a de deux sortes. Vous avez la part de marché en valeur, qui est celle qu'on utilise le plus, et la part de marché en volume. Voilà les deux formules qu'il faut que vous connaissiez. La part de marché en valeur, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise que vous étudiez divisé par le chiffre d'affaires du marché fois 100, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total, hein. Et la part de marché en volume, c'est le nombre de produits vendus de l'entreprise divisé par les produits vendus du marché au total fois 100. Alors, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, j'ai encore une fois pris un exemple. Donc, prenons un marché qui a trois entreprises, l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C. On va étudier l'entreprise A. On va calculer donc sa part de marché en valeur et en volume. L'entreprise A, elle fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je fais ma formule, donc 20 000 euros. Je le divise par le chiffre d'affaires total du marché, donc 100 000, et je fais fois 100. Donc, cette entreprise A, elle a 20% de part de marché en valeur. Maintenant, si je m'amuse à calculer sa part de marché en volume, bah, je vais prendre cette fois-ci ses produits vendus. Donc, elle en a vendu 1500. Je le divise par le nombre de produits qu'elle a vendus au total sur le marché, pardon. Donc, les produits qui ont été vendus par toutes les entreprises du marché, donc c'est 10 000. Donc, 1500 divisé par 10 000 fois 100, ça me donne donc 15% de part de marché en volume. Je vous rappelle une dernière chose par rapport aux parts de marché. En économie, en première, en fin de première, vous avez dû voir l'indice d'Erfindal-Hirschman qui se calcule en faisant la somme de ces parts de marché au carré. En économie, ça peut arriver qu'on vous demande de calculer cet IHH. Donc dans ce cas-là, vous prenez toutes les parts de marché de toutes les entreprises que vous mettez au carré et vous les additionnez entre elles. Donc par exemple là, l'entreprise A, elle a 20% de parts de marché en valeur, vous faites 20 au carré, plus ici pour l'entreprise B, 30 au carré, plus 50 au carré. Ça va vous donner donc l'IHH et l'annexe vous expliquera comment analyser cet indice. On termine cette vidéo par les derniers calculs qu'il faut que vous connaissiez, ça c'est plutôt en économie. Donc je vous rappelle qu'il y a des formules qu'il faut que vous connaissiez par rapport au chômage. Donc le taux d'activité d'une population, c'est la population active divisée par la population totale fois 100. Donc vous obtenez un pourcentage. Le taux de chômage, ça c'est peut-être la formule qu'on peut vous demander la plus fréquemment, c'est la population active inoccupée divisée par la population active fois 100. Et enfin, le taux d'emploi, c'est la population occupée
divisé par la population active, fois 100. Voilà, donc on a fait le tour des formules qu'il faut que vous connaissiez pour le bac. Ça peut arriver que vous ayez d'autres calculs à faire, mais dans ce cas-là, on va vous donner les formules en annexe. Donc c'est pas des calculs à connaître par cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux réviser donc ces calculs, et je vous souhaite évidemment une très bonne chance pour le bac.